Donc bonjour à tous, merci d'être venus. Nous sommes contents que ce titre euh, simple a pu vous intéresser pour vous faire participer à ce webinaire sur le foncier. Et une fois n'est pas coutume, nous ne parlerons pas de foncier public. Vous savez, au sein du réseau Énergie Partagée, on a développé beaucoup d'expertise sur le sujet du foncier public. Là, on va être beaucoup plus large sur une focale territoriale, sur tous les fonciers, en particulier les fonciers privés, et sur la question de la maîtrise foncière territoriale. Euh, pour commencer, je vous propose, et ça laissera le temps au dernier de nous rejoindre, un rappel sur ce qu'est le mouvement énergie partagée, car peut-être certains d'entre vous n'êtes pas adhérents de l'association énergie partagée, ni n'avez encore vraiment fait de projet avec énergie partagée ou l'un de nos adhérents. Voilà comment on se présente. On se présente comme le mouvement de l'énergie citoyenne. Mouvement parce que on essaye d'embarquer dans la France entière à différentes échelles tous les acteurs qui souhaitent se réapproprier la question de l'énergie, en particulier la production d'énergie renouvelable, au travers très concrètement du financement et de la participation à la gouvernance des installations d'énergie renouvelable sur leur territoire. Et donc pour ça, au niveau national, il y a deux outils qui ont été constitués pour faciliter le déploiement de ce qu'on appelle des projets citoyens. Une association énergie partagée joue le rôle de tête de réseau pour ce mouvement avec toute une activité de plaidoyer, de communication, de sensibilisation, mais aussi de formation, d'outillage pour son réseau. Et puis, un outil coopératif, énergie partagée coopérative, dont Quentin Maréchal, ici présent, qui interviendra, fait partie, qui a pour rôle de faire fonctionner des outils de financement nationaux qui ont été créés au service de ces projets citoyens, à commencer par celui qu'on ne présente plus, j'espère, énergie partagée investissement, qui est cet outil national de collecte de l'épargne pour l'investir dans les projets citoyens. Voilà. L'association et ce mouvement sont structurés autour de 13 réseaux régionaux euh, qui couvrent l'ensemble de la France métropolitaine aujourd'hui. Et c'est donc avec le réseau régional Pays de la Loire Récy, avec ici présent Robin Deloff qui co-animera avec moi ce webinaire, que nous proposons ce temps de partage d'expérience. Voilà, pour vous donner un ordre d'idée, aujourd'hui, l'association, c'est plus de 450 structures, que des personnes morales, des collectivités, des sociétés de projets qui produisent de l'énergie, des associations, des collectifs de citoyens. Dans notre actualité, aujourd'hui, laissez-moi vous partager juste l'existence de notre planning de formation et de webinaires, sur lequel vous pouvez retrouver d'autres propositions de webinaires accessibles à tous ou réservés aux adhérents, et des formations sur lesquelles aussi vous êtes invités à participer dans toute la France sur différents sujets pour faciliter vos participations dans les projets d'énergie renouvelable. Je ne peux pas m'empêcher de ne pas vous parler cette chronique de 2 minutes seulement, très éclairante sur l'énergie citoyenne, sur France Inter. Je pense que c'est parfait avant les fêtes de fin d'année pour préparer les repas, de faire circuler ça autour de vous. Et puis, plus sérieusement, des récentes productions de notre association, une brochure sur l'énergie publique et citoyenne avec une série de retours d'expérience très concrets de projets où il y a eu une coopération entre collectifs de citoyens, collectivités et des SEM. Euh, une note de décryptage sur les communautés énergétiques, et puis un guide récent sur le rôle que peuvent avoir les acteurs locaux en phase d'exploitation, euh, voilà, autour de la dynamique de transition énergétique sur leur territoire. Et puis, notez bien dans vos tablettes, prochaine rencontre nationale de l'énergie citoyenne autour de l'Assemblée générale de l'association, 17 et au 19 juin à Toulouse en 2025. Vous recevrez plus d'informations plus tard, mais voilà déjà un premier save the date. Euh, Enfin, et j'introduirai ce webinaire par trois liens que vous aurez dans le support.
trois liens sur ce qu'on a déjà produit autour de la question foncière. Je vous le disais, beaucoup d'abord sur le foncier public et la mise à disposition du foncier public, comment les collectivités peuvent respecter les règles tout en sécurisant leur implication. Euh, et puis, on a aussi produit de la ressource plus largement sur la question de la maîtrise foncière, en particulier dans l'éolien et dans le photovoltaïque au sol. On a même maintenant une offre de formation sur le sujet à destination des collectivités. Euh, voilà. Et donc, aujourd'hui, pour continuer d'avancer sur ce sujet, on a souhaité, avec Robin et Quentin ici présents, vous faire part de faire un peu euh, partager avec vous des messages sur la question de la maîtrise foncière, à l'heure où les zones d'accélération pointent se terminent, se publient à l'heure où certains projets rentrent dans une phase de repowering à la fin de leur premier cycle de vie, à l'heure où l'agrivoltaïsme se développe énormément, où les collectivités élaborent d'autres stratégies de développement d'énergie renouvelable, ça nous semblait important de resituer l'enjeu de la maîtrise foncière, qui ne manque pas de se rappeler aux acteurs locaux dès lors qu'ils vont vouloir mettre un pied dans les projets. Voilà, on voulait, pour éviter des situations plus que complexes de négociation avec des opérateurs privés qui auraient fait cette maîtrise foncière. On voulait faire ce temps de partage d'expérience ensemble. Je vais maintenant passer la parole donc à Robin, qui connaît bien ce sujet-là en Pays de la Loire, et puis à nos deux intervenants, François Oran, directeur technique pour la SEM de Loire-Atlantique, et Quentin Maréchal, responsable d'investissement à Énergie Partagée Coopérative. Merci Arnaud. Bonjour à toutes et à tous. Pour continuer d'introduire le sujet, je voulais rappeler le cadre dans lequel ce webinaire s'est posé. Donc le sujet de la contractualisation, de la sécurisation du foncier, il est aussi ancien que le développement des énergies renouvelables. Et il a toujours été critique pour les acteurs locaux de se positionner au bon moment. Mais aujourd'hui, en fait, on se rend compte que la spéculation autour de ce foncier se fait de plus en plus grande, que ça soit sur les loyers, que ça soit sur des entreprises spécialisées qui vont sécuriser du foncier pour ensuite le vendre à des opérateurs de développement ENR. Mais plus concrètement, depuis les publications, soit à l'échelle des communes, soit à des échelles plus larges des zones d'accélération pour les énergies renouvelables, on voit qu'il y a une recrudescence quand même de la prospection sur le terrain et que ça risque de couper l'herbe sous le pied à pas mal d'initiatives locales. Très concrètement, c'est une situation qui nous a été remontée dans le Maine-et-Loire d'un collectif de citoyens donc constitué, qui avait déjà quelques projets à son actif, qui était en discussion, enfin qui travaillait la main dans la main avec la SEM locale pour développer un projet de éolien sur une commune de leur territoire. Donc ils ont fait les choses dans le bon sens, ils sont allés rencontrer les élus, ils ont essayé de les convaincre, parce que parfois ça peut prendre du temps. Voilà, ils ont fait les choses bien, ils n'avaient pas encore signé de promesses de bail avec les propriétaires. Et dans le même temps, ils ont découvert qu'à la suite de la publication de la zone d'accélération par la commune, un opérateur inconnu au bataillon avait sécurisé toute une partie du foncier de la zone potentielle d'implantation. Et bon, ironie de l'histoire, se revendiquer aussi dans une démarche très locale et citoyenne. Mais le fait est que c'est très difficile maintenant de pouvoir réintégrer la démarche locale au projet. Et voilà, pour se prémunir, ou en tout cas pour mettre toutes les chances de son côté en tant qu'acteur locaux pour que les projets locaux puissent voir le jour, on voulait donner la parole du coup à François et à Quentin pour qu'ils partagent leurs bonnes pratiques et toutes les choses à mettre en œuvre pour que ça se passe pour le mieux. Donc sans plus attendre, moi je reviendrai pour le débat, mais je vais passer la parole à François. Il faudrait lui donner l'autorisation pour la caméra et pour la diffusion de son PowerPoint. Très bien. Donc, peut-être
quelques premières slides pour me présenter, savoir d'où je parle. La SEM NR44, c'est une société d'économie mixte qui a été créée par le syndicat d'énergie de la Loire-Atlantique. Donc, le syndicat d'énergie, c'est la collectivité qui est propriétaire des réseaux publics d'électricité et de gaz et qui contrôle les activités d'Enedis. Euh, les élus du syndicat d'énergie ont souhaité créer une SEM en 2018 pour accompagner les territoires adhérents, que sont les communes et les intercommunalités du département, pour développer la production d'énergie renouvelable et locale sur leur territoire. Donc la SEM, c'est un outil, est un producteur d'énergie, mais c'est aussi un outil politique d'ingénierie territoriale des collectivités. Et on essaye de toujours travailler des projets d'implication locale, c'est-à-dire on fait rarement, voire jamais, des projets seuls, mais on le fait avec les communes, les intercos, les citoyens et ou les privés ou les agriculteurs quand on fait de la méthanisation. Voilà. Euh, bon, je passe très vite, mais nos actionnaires, c'est majoritairement, vous voyez, Territoire d'énergie Loire-Atlantique, donc le syndicat d'énergie. La Banque des Territoires étant le deuxième plus gros actionnaire. Et puis on a un deuxième actionnaire public qui est le département de Loire-Atlantique, une SEM, hein, c'est une société privée mais à capitaux publics majoritairement. On travaille sur quelques filières, donc la biomasse via la méthanisation, le photovoltaïque en ombrière au sol ou sur bâtiment. On travaille aussi l'éolien et aussi la distribution de gaz naturel véhicule et d'hydrogène pour la mobilité alternative en complément du syndicat qui travaille sur les bornes électriques. Les objectifs de la SEM, c'est donc d'alimenter les réseaux publics en énergie renouvelable, dans la perspective de maîtriser les coûts de l'énergie pour demain, donc d'où un fort volant autour de la gouvernance locale de l'énergie. C'est pour ça qu'on veut être dans les actifs de production. Et derrière, ça permet aussi de consolider l'attractivité territoriale quand on arrive à stabiliser des prix d'énergie sur le long terme. ENR 44, donc un outil d'ingénierie, d'accompagnement technique, juridique, administratif et financier des projets, c'est à peu près toutes les compétences qu'on a besoin pour monter ce type de projet. Soit on développe seul ou on fait du co-développement, quand je vous ai dit, la plupart du temps. Ça, c'est un exemple de différents montages. À chaque fois qu'on crée un projet, on crée une société de projet à l'intérieur de laquelle, eh bien, pour nous, c'est l'occasion de faire entrer un tour de table local avec les parties prenantes intéressées. Et donc, vous voyez en jaune, hein, ce sont les projets sur lesquels on a des coactionnaires à nos côtés qui sont des citoyens, soit majoritaires, soit minoritaires. Voilà. J'ai été, j'espère, assez rapide pour pas trop alourdir la présentation. Donc le sujet, c'est plutôt de parler de notre expérience sur comment on accompagne, nous. Alors notre porte d'entrée, nous, c'est d'abord les collectivités, hein, même si vous avez vu qu'on travaille avec des citoyens. Mais donc c'est une offre qui est plutôt destinée ou une méthode qui utilise, on va dire, un certain nombre d'outils de la puissance publique pour essayer de maîtriser du foncier privé dans les projets d'énergie renouvelable. Alors, les objectifs généraux et modes d'action, hein, de notre intervention, finalement, pourquoi on fait ce genre d'action, surtout, c'est pour nous un moyen d'abord de rééquilibrer la relation entre les opérateurs privés et les acteurs locaux. Le foncier a une vertu stratégique, celui qui l'a, finalement, il est positionné comme étant le futur porteur de projet, ou du moins une des composantes du futur porteur de projet. Et donc, pour nous, c'est un élément clé qui arrive très tôt dans le projet, même avant même que le projet s'appelle projet, la question du foncier est sur la table. Donc, c'est vrai que c'est quelque chose qu'il ne faut pas désigner avec ça. Euh, donc, rééquilibrer la relation entre les opérateurs et les acteurs locaux, pour nous, ça veut dire d'abord de permettre aux acteurs territoriaux, donc collectivités plus citoyens, de choisir comment et avec qui demain ils vont vouloir travailler. C'est-à-dire que une fois qu'on a le foncier, en fait, on va décider de savoir si on y va seul ou si on y va avec notamment un opérateur privé. Ça va dépendre des compétences qu'on a autour de la table. Ça va aussi permettre une meilleure maîtrise du calendrier. Souvent, le ressenti qu'on a, c'est que il peut y avoir une envie d'aller assez vite quand on est un opérateur privé, parce que ben, forcément, il faut se mettre aussi à leur place. Ils sont soumis à une âpre concurrence, et quelque part, c'est le premier qui prend le foncier qui prend la place. Donc ça crée sur le territoire, sur le terrain plutôt, ça crée des fois des quelques tensions
parce qu'il y a une volonté d'aller vite. Puis une fois que le foncier est maîtrisé, finalement, encore une fois, c'est le T0 du projet, et donc le calendrier de celui qui maîtrise le foncier s'impose à toutes les autres parties prenantes du territoire, notamment les élus, qui des fois découvrent que du foncier a été fait a posteriori. Et puis évidemment, à partir du moment où on a la maîtrise du foncier, on peut choisir le niveau de l'implication territoriale que la collectivité, la puissance publique ou les citoyens veulent prendre, et ça a forcément un impact sur l'intensité des contentieux à terme sur les projets. Le deuxième objectif général, c'est pour nous, alors je reviens un petit peu à la question du calendrier, hein, mais c'est de s'offrir le temps nécessaire pour négocier. Parce que c'est pas parce que le territoire, puissance publique fait le foncier qu'elle veut faire le projet seule. Alors qu'à l'inverse, souvent, quand c'est un opérateur privé qui fait le foncier, 95% du temps, c'est d'abord pour faire le projet seul. Là, étant donné on défend, on va dire, l'intérêt général, l'intérêt du territoire, l'idée, c'est de faire le foncier, c'est de se dire, bah, une fois qu'on a la maîtrise du foncier, finalement, on va prendre le temps de savoir comment on va développer le projet, comment le projet va se développer. Parce que c'est même pas dit que la collectivité sera dans le projet. Il nous est arrivé, nous, de devoir de faire le foncier à la demande d'une commune, mais elle avait l'intention, après, de remettre ce projet à un opérateur privé, mais qu'elle voulait prendre le temps de choisir avec lequel elle veut travailler. Donc, en effet, une fois qu'on maîtrise ce foncier, eh bien, on peut décider, avoir un peu plus le contrôle sur quel opérateur va travailler sur notre territoire, quel est le porteur de projet qui va travailler sur notre territoire. On peut aussi, donc c'est à travers notamment, on verra ça tout à l'heure, des appels à projets ou des appels d'offres. Et ça souffre d'un certain nombre de critères. À l'intérieur de ces appels à projets, on peut mettre un certain nombre de critères qui vont permettre à la collectivité de décider avec lequel acteur elle veut travailler. Et dans ces critères, il peut y avoir des critères d'éthique, de méthode, mais aussi des critères de à quoi va servir l'énergie qui sera produite, donc les modes de valorisation de l'énergie. Est-ce qu'on veut vendre l'énergie sur le marché européen ou est-ce qu'on veut essayer de travailler sur une consommation locale de l'énergie produite localement? Et puis, on peut aussi essayer de positionner des acteurs locaux à réaliser des missions dans le cadre du développement ou de l'exploitation de ce type de projet. Donc voilà, le temps des appels d'offres ou des appels à projets, c'est un temps de dialogue avec la profession. Mais pour pouvoir avoir ce temps-là, il faut au préalable avoir la maîtrise foncière. Donc je continue. Donc, toujours dans les objectifs généraux. Alors maintenant, c'est plutôt les modes d'action. Je vous ai décrit un petit peu pourquoi on fait ça. Maintenant, c'est comment on le met en œuvre, hein, ce travail. Eh bien, c'est d'abord par un petit travail quand même d'analyse cartographique. Pour ça, on identifie les propriétaires et les exploitants agricoles qui sont concernés par les zones d'implantation potentielle, quelle que soit la filière sur laquelle on travaille. Enfin, on travaille beaucoup sur éolien ou photovoltaïque au sol, où là, finalement, on va tomber chez des propriétaires exploitants dont on ne connaît pas forcément l'identité. Donc, il y a un travail de croisement de données à faire entre le cadastre d'un côté et les zones d'implantation potentielle de l'autre. Une fois que ce travail est réalisé, nous, on demande à ce que la commune envoie, on se met bien dans le cas où c'est la commune qui décide de prendre le taureau par les cornes, on va dire, et de s'intéresser au sujet du foncier en amont des projets ENR. Donc, on lui donne une place stratégique parce qu'en fait, elle va légitimer l'action du territoire. Donc c'est pour ça qu'on pense qu'une fois que l'identification des propriétaires exploitants a été faite, eh bien qu'un courrier à destination de ces personnes soit rédigé par Monsieur le maire pour leur expliquer que tout le bien qu'ils pensent des ENR et à tel point que ils veulent le conseil municipal ou le conseil communautaire souhaite définir une stratégie de développement des ENR et que de fait, pour éviter de biaiser cette stratégie, il serait intéressant que personne ne signe d'accord foncier avec les opérateurs le temps que cette stratégie soit définie. Donc, ce, ce genre de courrier, ça ne fonctionne que sur la bonne volonté des uns et des autres de contribuer à l'intérêt territorial pensé par le maire. D'où le fait que ce soit lui qui écrive le courrier.
Et, et surtout, il faut le limiter dans le temps. C'est-à-dire qu'on ne peut pas demander à des gens de ne pas s'engager financièrement dans une opération qui peut être intéressante pour eux pendant un temps extrêmement long. Donc souvent, nous, on conseille de rester dans une durée de 6 à 7 mois. Ça permet, c'est à la fois assez long pour construire cette stratégie renouvelable et en même temps pas trop pour que les gens ne s'essoufflent pas et qu'au finalement s'engagent à signer avec des propriétaires, avec des opérateurs. Euh, En miroir, on demande aussi que l'élu envoie un courrier d'information aux opérateurs ou autres prospecteurs pour leur expliquer de la même manière qu'un courrier a été envoyé au propriétaire exploitant et que de la même manière, il demande à ce que ces entreprises arrêtent leur prospection, le mettent entre parenthèses plutôt, leur prospection le temps de. Globalement, c'est relativement bien suivi des faits. Moi, j'ai constaté ça aujourd'hui sur le terrain. Ces deux courriers, une fois partis, ça permet bah, de lancer, on va dire, bah, la construction de la stratégie renouvelable, alors, soit PV, soit éolien, soit les deux, mais bon, c'est un peu plus long des fois, au moins filière par filière. Le début de la construction de cette stratégie, eh bien, consiste à faire un audit terrain, on va dire, alors, c'est un bien grand mot pour dire qui a signé avec qui. Parce que c'est pas parce que les courriers sont partis qu'il n'y a pas déjà eu au préalable des propriétaires exploitants qui ont signé avec des opérateurs. Rien ne l'interdit de faire ça, bien sûr, hein. Donc, pour pouvoir faire ce type pour savoir le T0, eh bien, il faut qu'on fasse quand même cet audit. Donc, ça veut dire des rencontres individuelles en fonction de la taille du site en question. Soit on rencontre chaque propriétaire exploitant, soit on rencontre les propriétaires exploitants des parcelles dites stratégiques, celles qui sont qui nous paraissent assez incontournables pour envisager un éventuel projet, que ce soit éolien ou solaire. Ces rencontres-là vont permettre d'une part de réaliser une carte des parcelles qui ont été prises, soit parce que c'est le proprio qui a signé, soit parce que c'est l'exploitant qui a signé, soit parce que des parcelles sur lesquelles il y a eu des contacts, mais qui ne se sont pas concrétisés par une signature. Et puis ça permet aussi de ressentir, de récolter, pardon, les premiers ressentis des propriétaires et des exploitants sur un éventuel projet. Que des fois, il y en a certains qui vont découvrir. Donc, quand on parle de solaire ou quand on parle d'éolien, ça peut susciter soit une approbation, soit au contraire un refus d'aller plus loin. Et ça, c'est quand même bien de sentir aussi un peu les choses parce que ça va être aussi un élément de la construction de la stratégie du territoire. Voilà. Et puis, à partir de là, eh bien, la donnée foncière, on va dire, elle est un petit peu près maîtrisée dans la question de l'audit. L'audit, il va intégrer d'autres caractéristiques, hein, les servitudes, un grand nombre de contraintes, mais qui sont facilement récoltables à distance, alors que la question du foncier, ça nécessite quand même une approche terrain et donc un petit peu de temps à passer. Et surtout, à partir du moment où on est en contact avec les potentiels futurs partenaires d'un projet que sont les propriétaires exploitants, eh bien, il va falloir encadrer pour éviter que, une rumeur se crée. Donc, c'est très vite, ce qui est important, c'est de proposer aux propriétaires exploitants qui ont reçu le courrier de les inviter à la fin de l'audit, une fois que les élus se seront prononcés pour une stratégie plutôt qu'une autre, de restituer cette stratégie en premier lieu à ces acteurs qui sont les premiers concernés potentiellement par le projet. Donc la définition de la stratégie du territoire au regard de l'audit, finalement, on va identifier, selon le taux de foncier capté, le nombre de sociétés qui sont concernées et l'implication politique que ça peut avoir dans la stratégie. En fait, on va se trouver des fois des sites où il y a zéro opérateur qui ont fait le foncier, d'autres où il y a un opérateur qui a pris une partie du foncier, ou un opérateur qui a pris tout le foncier. Et puis il y a même des cas, alors c'est moins le cas chez nous parce qu'on est plutôt sur des petites zones d'implantation, mais je pense plutôt aux questions dans le Nord ou en Picardie. On peut avoir des fois plusieurs opérateurs sur un foncier qui se disputent à 50-50 le foncier. Donc là, à chaque fois, on a des configurations, mais on a des cas concrets qui arrivent plus tard.
La réunion collective donc, de restitution de la stratégie territoriale, donc ça j'en ai parlé tout à l'heure, c'est important pour mettre en responsabilité. L'idée étant de dire, vous les propriétaires exploitants et nous les élus, on a besoin d'être dans le même bateau si on veut que la stratégie territoriale fonctionne. Et puis après, retour vers les opérateurs pour la suite à donner, donc expliquer finalement quelle serait la place attendue de l'opérateur privé dans le projet et les modalités d'un éventuel conventionnement. Finalement, nous, vous voyez, les quatre premiers items, de notre point de vue, en tout cas, c'est la méthode que l'on déroule quasi systématiquement dès qu'on nous demande d'intervenir sur du PV au sol ou de l'éolien. Par contre, les trois derniers items, là, ça va dépendre un petit peu des résultats de l'audit. Donc, j'ai concaténé, on va dire, trois cas les plus couramment rencontrés. Le cas numéro un, c'est les opérateurs ont joué le jeu et aucune parcelle, pardon, n'est bloquée. Donc ils ont joué le jeu et en plus le courrier est parti à temps. C'est ça que ça veut dire. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est le cas idéal, hein. Le foncier, dans ces cas-là, il peut être réalisé par les élus locaux, slash les citoyens impliqués, en fonction de si déjà il y a eu une co-construction territoriale sur deux composantes de la vie sociale. C'est important de le faire avec les élus locaux à minimum, même si les citoyens s'impliquent, parce que ils vont porter la légitimité de la stratégie politique, de notre point de vue en tout cas. Ça nécessite quand même d'être assez organisé. Donc ça veut dire qu'il faut avoir des promesses de bail type et adaptées à l'ENR en question, puis qu'ils ne soient pas complètement décorrélés des prix de marché, parce que potentiellement, il pourrait y avoir eu des opérateurs qui soient passés quelques temps avant, qui ont déposé des promesses de bail. Certes, il n'y a pas eu de signature, mais du coup, il y a un référentiel vis-à-vis des propriétaires exploitants, et si la puissance publique est complètement décorrélée du référentiel, du standard du marché, bah, ça perd en crédibilité la force de la stratégie locale, quoi. Mais bon, ça, je pense que Énergie Partagée, pour ça, a un flot de documents qui peuvent être intéressants. Il faut aussi être disponible. Les opérations de rencontre hein, sont assez chronophages. Là, quand on dit il faut aller réaliser le foncier, c'est-à-dire on va retourner voir les propriétaires exploitants pour ne pas simplement prendre la température, mais là pour faire signer le document. Donc, ça veut dire être en capacité d'expliquer le document, l'ensemble des articles. Donc ça, c'est pas une mince affaire et surtout c'est assez long. Donc quand je dis être disponible, c'est à la fois dans son temps, mais aussi viser dans le contact humain. Parce que on peut avoir des postures qui sont différentes d'un individu à l'autre. Et puis, être assez ouvert ou participatif, nous, ça nous est arrivé, on le propose systématiquement et 9 fois sur 10, finalement, c'est plutôt bien accepté. On propose d'écrire un certain nombre d'articles de la promesse de bail ensemble avec les propriétaires exploitants, notamment ceux qui concernent des sujets, alors peut-être bien à nous, que sont, pardon, la géobiologie. Comment on intègre finalement les questions de compatibilité entre les élevages et puis l'éolien ou le solaire, enfin les composants électriques. Il y a les questions aussi de mutualisation de loyer, où finalement une promesse de bail va être différente si tout l'argent qui est réservé pour le foncier revient à celui qui a l'éolienne, si on parle d'éolien. Ou alors, est-ce que les voisins qui n'ont pas d'éolienne mais qui étaient quand même d'accord pour en avoir une, finalement peuvent aussi profiter d'une partie du loyer? Bon, bah enfin, ça va restructurer une promesse de bail en fonction des options qu'on va prendre. Donc ça, c'est bien de pouvoir le discuter avec les intéressés. Puis surtout, c'est une manière de faire où là, on le fait en collectif. On fait des réunions collectives avec des représentants des propriétaires et des représentants des exploitants sous l'égide du maire. Et tout de suite, ça donne, ça incarne finalement le projet territorial, ce type de rencontre. Et donc, une fois qu'on a fait ce foncier, comme je disais tout à l'heure, eh ben, du coup, ça laisse le temps de savoir comment on veut faire le projet et avec qui, le cas échéant. Donc, ça veut dire aller chercher les compétences ailleurs si on n'a pas de compétences au sein de la collectivité ou des citoyens qui sont impliqués. Et ça se fait, bah, soit on va chercher des prestataires, des bureaux d'études, soit on va chercher des partenaires, c'est-à-dire souvent des opérateurs. La différence, c'était que le partenaire, il va faire les études comme le prestat, mais en plus, il va mettre de l'argent pour partager le risque. Donc voilà, ça, bah, c'est à la libre, on va dire, l'évaluation des parties prenantes, savoir si elles veulent chercher plutôt un sachant ou un sachant qui a de l'argent, pour faire simple. Cas numéro 2.
cas numéro 2, les opérateurs ont été en partie plus rapides. Quelques parcelles sont bloquées. Donc là, c'est le cas pas top top, comme j'ai mis. Ça nécessite d'analyser la qualité du foncier qui a été pris. À la fois quantitativement, la quantité de parcelles qui a été prise, alors soit par le propriétaire, enfin, par le propriétaire et l'exploitant, parce que s'il y a que une des deux composantes, finalement, on peut considérer qu'elle n'a pas été complètement prise, mais il va falloir quand même s'entendre avec la partie qui a signé avec un tiers. La quantité de parcelles, donc je disais, mais aussi leur localisation au sein de la zone d'implantation potentielle. Parce qu'il peut y avoir des parcelles, comme je disais tout à l'heure, qui sont plus ou moins stratégiques en fonction de la filière qu'on utilise. Et on peut aussi regarder la qualité rédactionnelle de la promesse de bail, voir s'il n'y a pas des clauses qui sont abusives, et notamment les délais restants de la période d'exclusivité. Vous savez que quand on signe une promesse de bail, un opérateur, enfin un tiers, qui signe une promesse de bail, il demande une exclusivité auprès du propriétaire et de l'exploitant pour dire, pendant cette période d'exclusivité, je vous demande de vous engager avec personne d'autre le temps que je monte mon dossier, que je fasse les études et que j'obtienne des autorisations. C'est légitime. Mais du coup, en fonction de type d'opérateur, on va avoir des délais de période d'exclusivité qui sont plus ou moins longues. Donc ensuite, bah, soit un projet est faisable sans s'associer par défaut avec l'opérateur signataire. Dans ces cas-là, retour au cas numéro un. En fin de compte, on va choisir, on garde finalement la main. Bon, il y a quelques parcelles qui vont nous échapper. C'est pas pour ça que le projet n'est pas faisable. Et donc, on peut continuer à aller chercher de la compétence ailleurs si jamais on en a besoin. Le cas est important quand même. Les propriétaires et exploitants qui ont signé avec l'opérateur en question, il est important, de notre point de vue, de ne pas les ostraciser et de les maintenir informés de la suite du projet. Mais je dis, alors tout ça pour être transparent, et puis c'est pas parce qu'ils ont signé avec d'autres que du coup ça devient les ennemis de la commune, hein, c'est pas ça le problème. Mais par contre, faut le faire aussi sans naïveté, parce que certains opérateurs peuvent aussi essayer d'entraîner ce clivage. Moi, je l'ai rencontré 2 fois. Alors, c'est pas une majorité, hein, mais des fois, voilà, ils utilisent un petit peu le propriétaire exploitant pour aller chercher de l'info et peut-être potentiellement bloquer le projet du territoire, ce qui est plutôt assez malvenu. Soit le projet ne peut se faire qu'en négociant avec l'opérateur. Et là, dans ces cas-là, eh ben, avant de rentrer en négociation avec l'opérateur, il faut analyser le rapport de force du territoire vis-à-vis de l'opérateur. Pour ça, eh bien, il y a le foncier restant, il y a le soutien politique, l'appui politique que peut mettre la collectivité dans le projet. Puis, de manière un petit peu plus basique, il y a le PLU. Est-ce il rend compatible ou non le projet? S'il faut modifier le PLU, ce sont les élus qui ont la main sur le PLU. Donc là, l'opérateur est obligé de s'asseoir. Et puis, il y a la question aussi des chemins communaux pour qu'on parle d'éolien. À la suite de quoi, on ouvre des négociations et on a constaté, nous, à l'espace de 7 ans maintenant qu'on fait ça, que quand même les chakras se sont ouverts sur quasiment les 3 quarts des opérateurs éoliens. Quand il y a 7-8 ans, c'était quand même très très compliqué d'ouvrir ce type de négociation. Maintenant, c'est devenu, ils ont quasiment tous une proposition d'implication territoriale. Donc après, évidemment, à challenger, etc. Mais déjà, ils savent que on est obligé de faire ensemble maintenant, que le territoire n'est pas un simple support à leur activité économique, mais c'est aussi un partenaire. François, je t'interromps juste en tant que gardien du temps pour Ouais, te dire que ça serait super d'arriver à la fin pour que tu puisses répondre aux quelques questions qui se font jour et que je te transmettrai, et ouais, puis laisser ensuite Quentin, et on essaiera de garder un temps d'échange, discussion, débat à l'issue de vos deux présentations. Là, on va répondre surtout aux questions de clarification pour bien comprendre ta présentation. Je très te laisse bien. reprendre. Oui, c'est ma dernière slide. Donc le dernier cas numéro 3, les opérateurs ont été vraiment plus rapides et toutes les parcelles sont bloquées. Donc là, bah, pareil, hein, on analyse la qualité du foncier qui a été pris, notamment les promesses de bail, mais bon, ils font quand même globalement bien leur travail. Et donc le projet ne peut se faire qu'en négociant avec l'opérateur. Donc c'est le même cas que tout à l'heure. On va tout de suite aller dans la négociation, mais pareil, au préalable, on a besoin de connaître le rapport de force. En gros, est-ce que l'opérateur peut vraiment faire son projet sans le territoire, ou alors le faire à minima?
avec le territoire, ou alors le territoire a vraiment une composante essentielle à la réussite du projet. Et dans ces cas-là, on n'ouvre pas les mêmes niveaux de discussion. Voilà ce que je pouvais mettre sur la table pour ce webinaire. Eh ben, merci beaucoup François de l'avoir fait et si bien. Je vais d'abord passer les questions, te passer les questions écrites, et puis ensuite il y a deux mains qui se sont levées. Je leur passerai la parole pour qu'ils la posent oralement. Alors, trois questions un peu différentes. La première de Nicolas Deruel de la coopérative Enercop en Grand Est. Non, de EPV, pardon, près de chez nous. Euh, Est-ce que, il s'agit dans ces démarches de rééquilibrer la relation, comme tu le disais au début, entre opérateurs et collectivités, ou de l'inverser? Voilà, question un petit peu peut-être stratégique ou politique. Une question plus technique d'Olivier Berland en région Bourgogne-Franche-Comté pour le parc naturel régional du Morvan, qui se pose la question de ce qu'il appelle la prime d'exclusivité, à savoir certains opérateurs ont l'air de payer des primes d'exclusivité dès la maîtrise foncière, dès la phase de développement aux propriétaires pour s'assurer on va dire, la pérennité de leur engagement et leur exclusivité dans la promesse de bail. As-tu déjà rencontré ça et comment tu gères ça? Et puis une question plus technique de Michael Soulier sur les compétences SIG de système d'information géographique pour croiser les parcelles potentielles de développement avec le cadastre. Et est-ce que c'est des compétences qui sont chez les collectivités sur lesquelles vous appuyez ou chez vous-même, syndicat d'énergie, voilà. Et puis ensuite, on passera la parole à Charlie Guérin du territoire de Mayenne, territoire à énergie de Mayenne. Très bien. Pour répondre à Nicolas, que je connais par ailleurs, euh, bah, moi je préfère utiliser le mot rééquilibré parce que je trouve que c'est bon, je vais peut-être pas le dire très bien, mais c'est un peu moins belliqueux. C'est-à-dire qu'en effet, on est tous agacés de voir les opérateurs qui se précipitent et qui font ça. Mais encore une fois, faut se mettre à leur place. L'État, le cadre national ne les sécurise pas. Il considère que c'est la concurrence qui doit faire son œuvre. Et donc, ils jouent le jeu, ils sont en concurrence, et c'est le premier qui prend le foncier qui a le... Donc, c'est agaçant pour tout le monde, mais j'ai envie de dire, à nous de nous organiser. Quand je dis nous, c'est acteurs locaux, pour bah, comprendre les règles qui sont les leurs, et finalement jouer le même jeu. Mais après, je veux pas non plus nous créer de friction entre les opérateurs et nous, puisque à part dans certains territoires, dont le territoire de Redon, finalement, les trois quarts des sites, on a quand même besoin, à un moment ou à un autre, d'un sachant pour aller chercher, pour aller au bout du projet. Et donc, c'est bien de pouvoir identifier, enfin, quand c'est possible, de pouvoir identifier la place d'un opérateur. Et donc, pour ça, ça veut dire ne pas chercher à être le plus fort que l'autre. Bon, voilà, d'où le terme rééquilibré. Merci Euh, François. Vas-y, je te laisse sur le prime d'exclusivité SIG et j'ai eu d'autres questions qui sont arrivées. Je vais les traiter avant de te les passer. Ça marche. Alors, sur la prime d'exclusivité, ouais, alors ça, j'ai vu ça. Alors, c'est plutôt récent, ça doit dater quand même de quelques années. Mais c'est vrai que, en fait, ça fidélise le propriétaire qui, du coup, se sent plus gêné s'il devait changer de pied, enfin changer de signataire. Nous, on a rencontré le cas avec une société qui avait signé ça. Ça. Tout se règle par le traitement politique de l'affaire. C'est-à-dire que cette société, elle avait signé, on va dire, un tiers du foncier sur un tout petit site, donc c'était quand même un petit peu embêtant. La collectivité a essayé de négocier avec elle un certain nombre de choses. Ça n'a jamais trop fonctionné. Du coup, la collectivité a mis en place un appel à manifestation d'intérêt, un appel à projet, pardon, que cette société dans lequel cette société a voulu participer. Elle n'a pas gagné l'appel à projet parce qu'elle n'a pas voulu s'aligner sur le mieux-disant. Et donc, il a fallu vraiment batailler très fort. Mais au final, la société a lâché le foncier parce qu'elle pouvait rien en faire, quoi.
les deux tiers étant faits par un autre consortium qui était soutenu par la collectivité, etc. Donc, bon, on a perdu 2 ans et demi tous, un peu d'énergie, beaucoup de temps, mais au final, c'est quand même rentré dans l'ordre malgré ces primes d'exclusivité. Voilà. Et puis, Merci. dernière question sur le QGIS, enfin sur le SIG, pardon. En effet, en fait, le mieux, c'est de pouvoir utiliser un logiciel un logiciel libre qui s'appelle QGIS, donc qui est gratuit. Il y a des formations en ligne. Enfin, je pense que là-dessus, on peut monter en compétences assez facilement, même si c'est un logiciel un petit peu ardu, faut y mettre un petit peu de temps. Moi, il m'est arrivé, quand j'avais pas mes collègues CIGIS, parce que moi, QGIS, je le maîtrise pas trop, enfin moins bien que, de bidouiller, on va dire, entre guillemets, des fonds de plan entre Géoportail, un PowerPoint, je retraçais la zone d'implantation potentielle et j'arrivais à retrouver grosso modo les parcelles qui étaient concernées. Alors, il me manquait, j'avais des effets de bord qui me manquaient, mais globalement, j'arrivais aussi à bidouiller avec des outils en ligne, quoi. Voilà. Ok. Et je te passe deux questions sur trois. Deux parce que c'est vraiment, à mon avis, de la précision, ça pourrait aller vite. Une troisième de Raphaël Traîneau qu'on abordera aussi avec Quentin. Je pense à Quentin, je t'invite à la lire et puis dans la discussion, on l'abordera. Deux questions donc de Xavier Buisine en région Hauts-de-France. Quelles sont les ressources humaines de la SEM derrière cet accompagnement? Et une question de Mehdi Chaperon. Quels arguments mettre en avant lorsque le projet public n'est pas en mesure de proposer des loyers aussi conséquents que les développeurs privés? Alors, première question au niveau RH. Aujourd'hui, on est deux à savoir faire ça dans la SEM, mais ça n'occupe que 10% de notre temps plein. Donc, pff, je sais pas trop quoi dire, à part, nous aujourd'hui, on fait ça au fil de l'eau, donc on s'est jamais empêché de le faire. Donc on a toujours adapté notre plan de charge pour pouvoir répondre à cette exigence, mais parce que c'est une commande politique, parce que on sait que c'est le sujet stratégique par excellence. Donc on met un peu de moyens là-dessus. Voilà, alors pour ça on a des outils types, hein, on a les lettres de mise à disposition, on a le QGIS, et donc on est capable d'aller assez vite. Et puis on essaye tant qu'on peut toujours mobiliser les maires ou les adjoints parce que c'est quand même eux enfin, qui sont connus sur le territoire et c'est eux qui enfoncent des portes beaucoup plus facilement. Voilà. Et la deuxième question, tu peux me la rappeler, Arnaud, excuse-moi. Ouais, bah, c'est quand les propositions de loyer que vous Ah faites oui. sont trop en deçà de ce que proposent les opérateurs privés. Ouais, bah là c'est en train de nous arriver, enfin ça nous était encore jamais arrivé, là ça commence à arriver sur un projet où on sent que on est convoqué là par les propriétaires exploitants. On a monté un collectif pour travailler ensemble à la rédaction, mais là ils nous ont invités à venir pour qu'on parle gros sous. Donc dans ces cas-là, eh ben, je sais pas trop comment on va traiter la situation. On va essayer d'être raisonnable, de défendre quand même l'intérêt territorial. Donc il faut voir qu'est-ce qu'ils en demandent par rapport à ce qu'on a proposé. Si c'est le double, ça sera compliqué, mais si c'est 10, 15, 20%, ça peut se regarder à l'échelle d'un business plan, d'un projet éolien. Quentin peut-être le précisera, mais l'enveloppe réservée aux fonciers, c'est une charge d'exploitation, mais qui est quand même assez absorbable dans un modèle économique standard d'un projet éolien. Sur le solaire, c'est un petit peu plus tendu, d'autant qu'on a vraiment des effets spéculatifs là, depuis quelques temps. Euh, et là, par contre, on est assez intransigeant. On est capable de faire 10-15% plus que ce qu'on propose d'habitude, mais on va rarement au-delà. Merci. Alors, il y a d'autres questions qui sont posées entre-temps, mais j'ai peur qu'on ne s'arrête jamais. Et donc, c'est le moment d'écouter le deuxième témoignage complémentaire, celui de Quentin Maréchal. Je te laisse te représenter pour ceux qui sont arrivés en cours de route et démarrer. En tant que gardien du temps, là, il est 14h50. On a prévu d'arrêter à 15h30, donc 40 minutes. L'idéal, c'est qu'en 20 minutes, ta présentation soit faite pour nous laisser le temps de répondre aux dernières. Et François, je t'invite à regarder les questions dans le questions et réponses. Peut-être tu peux avancer des éléments par écrit pendant ce temps. Merci François, à toi Quentin.
Bon, bah, bonjour à toutes et à tous. Donc, je vais faire de mon mieux pour ces 20 minutes. Donc, Quentin Maréchal, je suis salarié d'énergie partagée coopérative, donc qui fait partie du mouvement énergie partagée globalement. Et donc, la présentation rapide qu'a fait Arnaud tout à l'heure, c'est en gros, énergie partagée coopérative, on va intervenir sur tous les projets où énergie partagée investissement va être présent. Et donc, on va accompagner systématiquement des projets qui sont toujours des co-développements avec des acteurs du territoire à nos côtés. Et voilà. Et là, nous, on va pouvoir les accompagner donc à la fois au stade de développement, de la construction ou de l'exploitation sur les différents projets. Et donc, que ce soit dans le réseau de EP ou évidemment en particulier au sein d'énergie partagée coopérative, on a des projets en cours de développement de tout type. Donc, des projets qui sont initiés par les développeurs et où le territoire s'est fait de la place, des projets qui sont portés à 100% par les citoyens et ou la collectivité qui ont fait le foncier et qui des fois décident de pas forcément rajouter le développeur ensuite au capital et de développer complètement des projets où les communes ont fait le foncier et qui vont chercher des partenaires, par exemple l'énergie partagée, un membre d'énergie partagée, un syndicat départemental pour les accompagner et ensuite aller sélectionner un développeur. Voilà. Ces exemples, c'est pour rappeler que c'est pas parce qu'un développeur a fait le foncier et lancé le développement tout seul qu'il n'y a pas de place pour la collectivité et les citoyens et qu'il faut pas laisser le développeur faire tout seul dans ces cas-là en se disant c'est trop tard. Voilà. C'est exactement ce que François a expliqué en disant que il faut jauger ses forces, mais il y a toujours des situations où on peut venir par la suite pour entrer dans le projet et négocier. Voilà, c'est le type de négociation qu'on va avoir très régulièrement dans le réseau OP à tout niveau de projet. Ça se fait si la maîtrise foncière est déjà faite, ça se fait, mais c'est plus difficile. Et c'est vraiment l'objet de la discussion d'aujourd'hui, c'est que relever un petit peu le maximum de situations où on peut être capable d'anticiper ça en tant que collectivité ou citoyen ou les deux pour être mieux armé et s'éviter parfois 2 ans, 2 ans et demi de négociation avec un développeur pour faire une petite place au territoire quand on a la maîtrise, c'est nous qui devenons les maîtres du jeu. Imaginons un projet comme on peut avoir, on a plusieurs exemples en Bretagne aussi, où le foncier a été fait par la commune avec le syndicat d'énergie. À partir de là, c'est eux qui deviennent les maîtres du jeu et on a une bascule complète où c'est eux qui deviennent courtisés par les développeurs. Voilà, je pense que un certain nombre de communes ici connaissent ça, hein. Si vous avez du foncier public, d'un coup, vous allez avoir 50 personnes qui vont décrocher leur téléphone pour vous appeler. Je vais pas répéter les outils et les méthodes parce que on a aussi invité François Oran parce qu'on a des méthodes très proches. On a travaillé plusieurs projets ensemble et c'est aussi pour ça qu'on voulait qu'il partage et qu'il explique et ça a été très bien expliqué. Et aussi également, bah, ça a été mentionné précédemment, il y a un certain nombre de ressources dans le réseau énergie partagée qui sont déjà là et que vous pourrez retrouver avec les liens qui seront dans la présentation. Et l'idée, c'était de se concentrer un petit peu justement, François a commencé à l'évoquer dans les réponses à la fin, sur la réalité des développeurs et l'ensemble de ces situations sur lesquelles on doit faire attention à cette maîtrise foncière et où justement on doit lancer tous les outils qui ont été mentionnés par François et y consacrer du temps. Voilà. Donc, ce que je vous propose dans un premier temps, c'est de vous mettre à la place pour des développeurs, dans la tête d'un développeur pour bien comprendre le fonctionnement. Tout ce que je vais dire ici, c'est absolument pas pour justifier ce que font les développeurs, pour dire que c'est bien, que finalement c'est pas si grave qu'ils agissent comme ça, ou au contraire les diaboliser. L'idée, c'est vraiment juste de partager la situation qu'ils connaissent, les contraintes qu'ils ont, et qu'on puisse comprendre, nous, pourquoi ils agissent comme ça, parce qu'on est directement impacté. Dans tous les cas, la situation aujourd'hui est comme ça. On peut essayer de la changer par des aspects, mais en tout cas, on est tous impactés en tant que territoire par ça. Donc, chez les développeurs, cette phase de foncier, elle est vraiment cruciale. En éolien, par exemple, quand on parle de ça, les développeurs, donc, ils vont faire un travail cartographique qui va permettre de mettre un certain nombre de contraintes et ils vont identifier, par exemple, 10 à 50 zones dans le département où on pourrait encore imaginer faire un développement éolien. Et ensuite, ils vont envoyer leurs équipes sur le terrain pour se prospecter chacune de ces zones. Voilà, c'est des moyens colossaux qui sont mis sur ces phases-là. Ils vont aller voir les communes, les propriétaires exploitants, essayer de les convaincre de s'engager de manière exclusive avec eux, ce qui permettra d'exclure tout concurrent qui pourrait arriver par la suite. Ça se fait souvent par la fameuse promesse de bail dont parlait François. Et cette phase de prospection, elle va être assez longue. Ça dure de plusieurs mois à plusieurs années. Voilà, avec des morceaux de cette phase qui peuvent aller très vite. Et c'est là un peu l'enjeu qu'on peut soulever ici et où on a pu constater des problèmes récemment, c'est que évidemment des fois le développeur il va mettre 3 ans avant d'avoir tous les propriétaires, mais en fait il,
ils vont aller d'abord signer les plus faciles, les parcelles stratégiques et aussi les personnes. Dans les personnes, il y a des gens, ils vont poser plein de questions et signer en 2 ans, et d'autres personnes qui vont avoir tendance à signer très vite. Et donc, si nous, en tant que territoire, on arrive 6 mois après, il y aura des gens qui n'auront pas signé, mais ce sera évidemment les personnes qui ont plus de mal à signer, qui veulent pas forcément signer, et voilà. Et toutes les personnes qui étaient les plus motivées, elles se seront déjà engagées dans le projet aux côtés du développeur. Voilà. Pour un développeur, réussir la phase de prospection, ça va être vraiment de valider un projet. Et pour ça, il y a souvent deux choses. C'est-à-dire, il va avoir d'un côté un accord de mairie, même si on voit que parfois certains développeurs vont s'en passer. Et c'est vraiment un grand et, une maîtrise foncière. Parce que une fois qu'on valide la prospection, on part en développement. Et donc, c'est plusieurs centaines de milliers d'euros qui vont être investis dans des études diverses. Et on ne verra quasiment jamais, ou on ne voit quasiment jamais un développeur se lancer dans un développement et sortir tout cet argent s'il n'a pas la maîtrise foncière. Donc, si on va un peu plus loin, pour un développeur, c'est ce qui fait qu'il y a un projet ou qu'il n'y a pas de projet, cette maîtrise foncière. On poursuit la réflexion. Un développeur qui n'arrive pas à faire de la prospection, c'est-à-dire à signer suffisamment de zones sur une année où il a suffisamment de parcelles, par exemple de parcelles pour lancer 3 éoliennes sur une zone, et à enclencher des nouveaux développements à moyen terme, ça veut dire que l'entreprise ferme, ou en tout cas elle ferme au moins son équipe de développement. S'ils n'arrivent pas à faire ça, parce qu'à tel endroit, ils ont eu 2 propriétaires, mais le reste, ça a été fait par un concurrent. À un autre endroit, ils ont eu suffisamment de parcelles, mais la mairie est complètement contre. Ça fait qu'ils lancent zéro développement en fin d'année, et c'est quelque chose auquel ils sont pas mal confrontés en ce moment. Peut-être pas zéro développement, mais ils ont beaucoup de difficultés. Et ça explique les moyens colossaux que les développeurs mettent en œuvre aujourd'hui pour être sur le terrain, aller plus vite que leurs concurrents, et que ça explique aussi pourquoi bah, vous, en tant que commune, vous êtes sollicité énormément, par exemple, pour les élus qui sont présents. Vous ajoutez à ça le nombre de zones disponibles pour l'éolien qui diminue, les zones qui restent le plus souvent, qui sont des zones un peu compliquées, et une concurrence énorme entre développeurs et qui font un peu la même chose. Et donc on arrive à une situation que les communes peuvent constater. Si vous avez une zone disponible sur votre territoire, vous pouvez avoir 25 entreprises ou 40 qui vous appellent et vous rappellent encore et encore, qui vont passer en mairie. Et il faut imaginer que ça peut être la même chose. Alors peut-être qu'il n'y en aura que la moitié, mais ça peut être la même chose pour les propriétaires exploitants. Enfin, bah, on peut se demander pourquoi les développeurs agissent comme ça de manière sauvage, pourquoi ils vont des fois faire le foncier sans contacter la mairie, sans attendre le retour, ou pourquoi un même développeur, on a des fois cette question. J'ai un département où le syndicat me dit, ah, je travaille surtout pas avec ce développeur, c'est horrible comment il travaille, et dans le département d'à côté, on va me dire, ah, ça s'est très bien passé et tout ça. On va avoir des développeurs qui vont avoir des phases différentes. En fait, faut imaginer. Là, on va vraiment aller au bout du bout. Un développeur qui prend le temps d'appeler la mairie, de construire et de convaincre une relation avec, qui fait tout ça avant de signer le foncier. Si il lance pas des démarches auprès des propriétaires exploitants en même temps pour dire se faire connaître et tout ça, il y a 9 chances sur 10 pour que à la fin, quand il a fini de travailler avec la mairie au bout d'un an, le foncier soit fait. Donc concrètement, ça leur arrive une fois, 2 fois, mais tous les développeurs vont toujours faire ces 2 phases en parallèle et toujours lancer le foncier. Et ce que disait François tout à l'heure sur le fait que pour nous, c'est fondamental pour le territoire d'aller rapidement parler du projet aux propriétaires exploitants, bah, les développeurs vont fonctionner de la même manière. Voilà, donc ça c'était un peu pour le focus, c'est absolument pas pour dire que c'est ça qu'ils font, mais concrètement c'est ce que font les développeurs parce qu'ils sont confrontés à une situation où si c'est pas eux qui le font, c'est le voisin qui le fait. Et donc nous, il faut qu'on vive avec notamment bah, cette contrainte de il faut qu'on soit bien outillé, assez réactif pour aller voir profiter de bah, nos atouts qui sont notamment deux choses, qui sont bah, la connaissance du territoire, la connaissance des acteurs, que les développeurs n'ont pas forcément. Voilà. Ensuite, une des questions qu'on peut se poser, une des questions qui a un peu fait naître ce webinaire, c'était bah, comment ça se passe en plus quand on rajoute les zones d'accélération sur cette maîtrise foncière, bah, quand on parle des zones d'accélération et ce nouveau phénomène, enfin de ces nouvelles procédures. Donc voilà, on a vu avant les zones d'accélération, les développeurs, souvent, malgré tout, ils contactaient les communes pour avis avant ou en même temps qu'ils allaient voir les propriétaires exploitants parce qu'ils savaient qu'à terme, bah, quand le projet serait autorisé, enfin, quand le projet serait présenté au préfet, valait mieux qu'ils aient une autorisation des communes. Là, avec les zones d'accélération, le développeur peut considérer plus ou moins que la commune a déjà donné un avis favorable.
C'est pas complètement vrai, mais c'est en partie vrai quand même. La commune a présenté une zone qui pourrait être disponible pour l'éolien et qui est même définie comme prioritaire pour développer de l'éolien dessus. Donc c'est souvent considéré comme un avis positif et que l'avis positif de la mairie est en partie acquis et que l'administration pourra donner la priorité à ces projets. C'est tellement rare que ça arrive dans la vie d'un développeur que c'est une chance qu'ils peuvent vraiment pas louper. Et donc là, une grande partie de leurs moyens de prospection ont été mis sur ces zones-là. Et c'est pour ça que la moindre carte de zone d'accélération d'énergie, avant même qu'elle soit validée, ils vont surveiller, essayer de récupérer toutes les cartes que des maires peuvent leur transmettre parce qu'ils les connaissent bien, ils les aiment bien, parce qu'ils les voient sortir, parce qu'il y a une publication dans les journaux. Et dès qu'ils voient une carte, ils vont foncer sur les zones pour faire la prospection foncière avant tout le monde et se faire leur place. Donc, s'il y a un constat qu'on voulait partager aujourd'hui avec vous, c'est que s'il y a une chose qui accélère vraiment dans les zones d'accélération, c'est la maîtrise foncière. Voilà, on a ce constat que tout va très très vite et que c'est un vrai point d'attention parce que on a des exemples cités précédemment. L'exemple typiquement dans le 49 où des projets qui peuvent être travaillés depuis des années, on va se faire surprendre et très rapidement, on va avoir cette maîtrise foncière qui va être faite au moins en partie. Et ça, c'est très dommageable pour la maîtrise locale qui, comme ça a été indiqué plusieurs fois précédemment, ça prend du temps. On prend toujours plus de temps. On n'a pas la même façon de travailler, on va prendre plus le temps d'expliquer, de rassurer et faire tout ça, et tout ça, ça prend du temps, de choisir ce qu'il y a de mieux pour le territoire, et donc on a vraiment ce point-là de faire attention et d'utiliser, dans le cas où vous avez l'idée d'un projet, d'utiliser tous les outils qui ont pu être mentionnés par avance, c'est-à-dire on commence pas par mettre un article de journal dans la presse en disant qu'on a fait une ZA ENR, mais on va commencer d'abord par écrire à tous les propriétaires à minima pour dire qu'il y a un projet. Voilà. Donc là, on peut avoir plusieurs cas. Il y a quand même une partie des zones d'accélération d'énergie où la maîtrise foncière était déjà faite parce que c'est des projets qui étaient déjà lancés. Donc ça, c'est pas vraiment concerné. Le projet, il est déjà figé. Par contre, dans les deux cas qui sont, si le projet était en réflexion, par exemple, la ZAENR a permis d'accélérer la réflexion et que la maîtrise foncière n'est pas encore faite ou même qu'elle a été faite partiellement, c'est un gros point d'attention parce que ça peut faire 6 mois que vous êtes sur le terrain et que vous faites tranquillement la maîtrise foncière et en fait, à ce moment-là, il peut y avoir des équipes foncières des développeurs qui vont aller voir des gens que vous n'avez pas eu le temps de voir et ils sont très efficaces. Voilà, c'est des documents, il y a des profils assez commerciaux. Dans ces équipes, on va avoir des chefs de projet qui vont parfois se déplacer sur des rendez-vous un peu compliqués, notamment en mairie. Mais par contre, on va aussi avoir toute une équipe de prospecteurs fonciers avec des profils beaucoup plus commerciaux et qui sont capables, c'est un vrai métier, hein, je ne sais pas comment ils font, mais de faire signer des documents en une visite. Voilà, là où une autre personne va mettre 3 visites, expliquer les tenants aboutissants, comme sur un projet éolien citoyen, où on explique, on prend le temps de faire comprendre à la personne dans quoi il s'engage. Il y en a d'autres, ils arrivent, ils vont parler de leur chien et faire signer le document en un quart d'heure. Voilà, c'est des méthodes différentes. Et donc, on revient là avec le besoin de empêcher que des personnes puissent très vite sécuriser ça, faire des choses et donc utiliser tous les outils qui ont été mentionnés, à minima un courrier. Ensuite, dans le cas où vous avez des connaissances en tant qu'élu, c'est toujours bien aussi de potentiellement, ou quand on est dans les réseaux citoyens, en fait, notre force justement que je mentionnais un peu précédemment, c'est aussi la connaissance de certains propriétaires. Ça, dans tous les cas, ça n'enlève jamais le fait d'envoyer des courriers et de faire toute l'analyse que François mentionnait, parce que en fait, il y a des propriétaires qui ne seront pas sur place, des exploitants qui ne seront pas sur place, et eux, ils vont se faire contacter aussi, et donc il y a un besoin d'un courrier pour tout le monde. Mais évidemment, si vous êtes le voisin ou que vous avez dans le collectif citoyen des voisins, c'est évidemment hyper important aussi de passer les voir, faire une petite réunion avec tous ceux que vous connaissez, que vous connaissez, faire passer les messages. Voilà, ça fonctionne très bien. Ensuite, un autre sujet, donc là on prend un tout petit peu de distance sur le foncier, mais c'était une question un peu comment gérer l'afflux justement dans le cas où vous avez une ZAENR. C'est des communes qui vous maîtrisez le foncier parce que vous avez commencé à faire le foncier et tout ça, mais vous communiquez dans la presse et comment vous allez pouvoir gérer. Là, en fait, on a l'exemple d'une commune qui n'a pas de souci parce que le foncier était le foncier public, qui travaille tranquillement un projet, réfléchit à faire un projet citoyen, s'est rapproché des réseaux, du réseau régional d'énergie partagée dans la région, travaille tranquillement en réflexion, puis un jour, il passe un article dans le journal, et là, 20 à 25 appels par semaine sur le standard de la commune, et des développeurs qui appellent, qui rappellent, qui rappellent.
et la commune qui sait plus vraiment comment gérer cet afflux et qui perturbe énormément le bon processus de réflexion. Là où on avait une réflexion qui prend du temps et qui doit prendre du temps, bah, là, d'un coup, on a cet afflux qui est ingérable. Et donc ici, bah, l'important, c'était bien rappeler que là, une fois qu'on a sécurisé cette maîtrise foncière, on peut prendre le temps et que c'est très important. C'est pas facile de résister à 25 sollicitations qui sont bien intentionnées avec des personnes parfois très sympathiques en face qui vont passer et tout ça, mais c'est une nécessité et c'est une nécessité de prendre le temps sur les projets justement plus territoriaux pour prendre le temps de répondre à toutes les questions de qu'est-ce que serait le meilleur projet pour le territoire. Et donc, c'est un petit peu ce qui a été mentionné précédemment. C'est déjà dire stop aux développeurs, fixer un créneau de temps en disant non, mais là, on est en train de réfléchir et là, pendant 6 mois, vous aurez probablement pas de réponse. Ça sert à rien de nous appeler 25 fois par semaine. Et ensuite, prendre le temps de travailler de la bonne manière et de réfléchir. Et voilà, je le répète parce que ça paraît évident comme ça. Dans la réalité, c'est pas toujours facile. Et là, typiquement, la commune, elle a fait appel à des réseaux régionaux et à son syndicat d'énergie pour l'aider parce qu'elle se sentait complètement démunie par un afflux soudain de sollicitations qui était ingérable par rapport au nombre de personnes dans la mairie. Enfin, un point qu'on n'a pas du tout mentionné, et j'ai vu qu'il y avait quelques questions qui commençaient là-dessus, c'est un autre aspect qui est cette maîtrise foncière. Donc, on pense évidemment toujours aux nouveaux projets. Et il y a un autre moment qui va être fondamental. Une des choses pour lesquelles on défend le fait que des projets puissent être citoyens et appartenir aux collectivités, aux citoyens, c'est non seulement le premier projet, mais aussi tout l'avenir. C'est qu'un projet, c'est les 30 ans d'exploitation de l'éolienne, mais ça va être aussi quand on renouvellera le projet et tout ce qui va se passer par la suite. Donc on peut imaginer que pour les 100, 200 prochaines années, il puisse y avoir un enchaînement de projets. Et donc là, on est sur un enjeu que souvent on identifie moins parce que on a des baux, des éoliennes qui sont installées, on a des baux qui sont signés avec les propriétaires et on peut avoir l'impression qu'il n'y a pas de problème, que c'est celui qui est en place qui aura le pouvoir par la suite. Et pourtant, le jour où on va vouloir remettre des nouvelles éoliennes, donc ce qu'on appelle le renouvellement ou le repowering, imaginons nos éoliennes, elles ont 30 ans, on va vouloir remettre des éoliennes au même endroit ou à peu près au même endroit, cette maîtrise foncière va de nouveau être un enjeu. Naturellement, on se dit qu'avec les baux, c'est bon. On a les baux au bon endroit. Mais en fait, il y a plein de choses qui peuvent faire que sur un projet, ça ne soit pas complètement le cas. Effectivement, on a souvent une place très privilégiée en étant le propriétaire du parc. Mais ça ne veut pas toujours dire qu'on a la maîtrise foncière suffisante dans le futur, selon les spécificités du parc, les baux signés, leur durée et tout ça. C'est par exemple, parfois les éoliennes, au lieu d'en avoir 8 petites, on va en mettre 4 grandes et donc elles vont se déplacer. On va les mettre sur une parcelle voisine avec de nouveaux chemins qu'il va falloir, des nouveaux propriétaires. Et en fait, toutes ces spécificités font que la maîtrise foncière est de nouveau nécessaire au moment du renouvellement du parc et c'est hyper important d'y faire attention dans les parcs où on est en exploitation. Alors, j'en profite pour dire que dans l'autre sens, ça veut dire qu'un projet qui est 100% privé durant sa première exploitation du parc, c'est aussi le moment, une manière de se faire sa place en tant que territoire et le moment de négocier, en fait. Il y a parfois des projets qui ont été 100% privés et en fait, le territoire, ils se disent au moment où le projet va être renouvelé, là, on contacte les propriétaires exploitants et cette fois-ci, ça ne se fera pas sans le territoire. Et là, on parle encore une fois de négociation, discussion, rapport de force dans certains cas, mais c'est une vraie occasion de réinclure dans le projet des territoires et qu'elles puissent avoir leur mot à dire sur quel type de nouvelles éoliennes on va mettre, comment on va faire, quelles retombées économiques supplémentaires ça peut apporter au territoire. Donc voilà, ça peut aussi avoir des bons aspects, la nécessité de maîtrise foncière, et ça peut être parfois un poids dans la négociation côté territoire. Je voulais partager, du coup, avant de terminer, juste des pratiques qui sont vraiment l'objet de très très peu de développeurs, mais qui existent et qui sont vraiment la raison pour laquelle je vous partage ce point d'attention sur nos projets qu'on peut avoir en exploitation, qui sont, alors quelque chose qui est un peu plus courant, c'est parfois signer les parcelles en extension. Vous avez un projet de 4 éoliennes et il y a possiblement la possibilité d'en mettre une ou deux. Ça, il y a pas mal de développeurs qui peuvent le faire et essayer d'étendre votre parc. Donc ça, il faut faire attention, mais on va avoir un nombre beaucoup plus restreint, mais quand même, ça existe, des développeurs qui vont venir systématiquement regarder les parcelles dans la zone projet et venir signer quelques parcelles en plein milieu de votre zone projet, des parcelles qui actuellement n'étaient pas utiles, mais qui, lors du renouvellement du parc, pourraient vous être utiles.
et donc essaye de se faire de la place dans la discussion future où le jour où vous allez en avoir besoin, ils diront non, non, mais nous, on est dans notre bon droit, on a ces deux parcelles-là, si vous voulez les utiliser, vous avez qu'à négocier avec nous. Voilà. Et donc ça, à la fois, ça concerne très peu de développeurs, à la fois, ces développeurs-là le font sur beaucoup de parcs, et donc il faut qu'on soit très attentif dans nos projets citoyens en exploitation, de bien regarder ça. Et enfin, j'ai pas encore connu le cas, mais on pourrait imaginer des développeurs qui, s'ils sont très bons, viennent signer des promesses de bail au-dessus de nos baux, qui vont commencer, des promesses de bail qui commenceront dès que nos baux se terminent. Ça voudrait dire que nos propriétaires seraient engagés avec un autre développeur parce que le bail se termine et du coup, ils auraient un nouvel engagement. Donc, par rapport à tout ça, les choses qu'il faut vraiment, pour moi, retenir, c'est il y a une nécessité évidemment sur nos projets de maintenir un dialogue avec les propriétaires exploitants, mais c'est parfois pas toujours suffisant parce que ça peut concerner des propriétaires exploitants qui sont pas concernés actuellement. Et donc, je pense qu'une bonne pratique qui serait vraiment nécessaire de mettre en place sur l'ensemble de nos projets, et ça a aussi été fait sur certains projets, c'est pour ça aussi que je le fais remonter maintenant, mais c'est vraiment faire un diagnostic foncier de son projet en exploitation et pas attendre 3 ans avant le repowering. Je pense que ça devrait quasiment être fait dans les 2 ans qui viennent systématiquement sur l'ensemble de nos projets, ou en tout cas ceux qui ont plus de 5 ou 10 ans. Se faire accompagner si besoin, donc je reviendrai là-dessus, mais vraiment faire ce diagnostic foncier pour comprendre les enjeux et créer une stratégie pour sécuriser le projet. Parfois, la stratégie, ce sera juste une parcelle à signer, parfois il n'y aura rien à faire, parfois il y aura plein de choses, mais en tout cas, ce diagnostic foncier, pour moi, est vraiment nécessaire. Voilà, et la notion de se faire accompagner, donc là, je commence potentiellement à répondre un petit peu à des questions, mais effectivement, se faire accompagner, c'est pas toujours simple. Ça va dépendre évidemment des acteurs qui sont présents et qui savent faire dans la région. Donc, on a un certain nombre d'acteurs au sein du mouvement qui savent le faire. Donc, dans des régions comme les Pays de la Loire ou la Bretagne, à certains endroits, on va pouvoir faire appel aussi à des structures qui peuvent aider, notamment des syndicats. On a plusieurs syndicats, bah, comme le LR44, qui sont capables de faire ça et qui, en tant que collectivité ou citoyens, vont pouvoir venir en aide. Mais voilà, on a aussi des régions où ces ressources-là sont moins disponibles et donc c'est une vraie question de comment on se fait accompagner si on est dans une région où le syndicat d'énergie ne sait pas faire et quels outils on peut mettre en place. Donc voilà, pour l'instant, je la laisse ouverte, mais on pourrait revenir dans les discussions. Merci Quentin, merci beaucoup. T'es une ponctualité rare, hein, 20 minutes pile, merci. Là, je vois pas d'autres questions auxquelles on n'aurait pas répondu par écrit. Du coup, on va privilégier celle à laquelle on n'a pas encore répondu, qui est celle que tu viens d'ouvrir. Et je vais passer la parole à Robin pour la reformuler et voir comment elle se pose, peut-être particulièrement en Pays de la Loire et comment ça pourrait être une question nationale, cette question-là. Euh, Oui, c'était la question posée par Raphaël Traîneau d'Atsouvent Conseil, à savoir, effectivement, en Loire-Atlantique, il y a cette expertise et puis ces moyens donnés à la prospection ou en tout cas sécurisation du foncier. Mais comme le disait Quentin, c'est pas forcément le cas partout et bah, ça aurait été intéressant de voir parmi les 76 participants comment ça se passe chez vous. Je pense que vous n'êtes pas tous des Pays de la Loire. Comment vous gérez ça? Est-ce que, par exemple, le dispositif générateur peut être un secours dans ce cas-là? Ou comment vous gérez ça? Et en attendant qu'il y ait des réponses, François, je ne sais pas, ça s'est construit du jour au lendemain ou comment cette expertise ou cette action de la SEM s'est construite, comment ça se passait avant? Non, non, bah, très vite. Moi, je viens de l'éolien et du PV sol. Et quand on m'a demandé de m'occuper de la SEM, rapidement, en fait, pour faire des projets, il faut faire le foncier. Donc, la première expérience concrète où j'ai testé un peu les outils, c'est un projet éolien à Blain, où je n'étais pas allé jusqu'au bout. J'avais juste envoyé les courriers, enfin fait faire envoyer les courriers, fait l'audit. Et puis après, on a fait un appel à projet, on a retenu un opérateur, mais entre-temps, le foncier a été pris par certaines sociétés, le temps de l'appel à projet, etc. Et puis même, j'ai envie de dire, le foncier a été pris par les anti-éoliens, le temps du Covid. Nous, on pouvait plus faire de démarches, mais eux, ils continuaient à démarcher leurs voisins, et en l'espace de 6 mois, ils ont retourné le foncier.
Bon, ouais, forcément, le Covid n'était pas anticipable, hein, mais voilà, du coup, ça m'a donné l'idée de dire, bon, bah, il faut vraiment qu'on propose un service finalement aux collectivités qui sont prêtes à y aller, qui savent pas comment faire. Et donc, on va maintenant jusqu'à dire, eh ben, même si vous savez pas euh, qui fera le projet, nous, on vous propose de faire les démarches foncières et avec un engagement unilatéral de remettre ce foncier à la société qui sera in fine retenue. Même si c'est pas la SEM, parce que nous, on n'a pas vocation à faire tous les projets, de toute façon, on n'a pas assez de sous. Mais par contre, le foncier, on le remettra à l'acteur qui aura été retenu de manière démocratique par les élus. Voilà. Alors, moyennant, ils nous paieront le temps passé, si vous voulez. Mais voilà. Donc, nous, on a juste besoin d'être sûr que les élus nous demandent d'intervenir parce qu'ils soutiennent le projet et pas parce qu'on a été utilisé aussi pour dire bah, faites le foncier, puis finalement, non, on veut plus de projet. Bon, là, on a travaillé dans le vide. Donc, nous, on s'assure juste que les élus veulent bien du projet et on se propose de faire en avance d'espace le foncier et de le remettre à l'entreprise qui aura été décidé par bah, soit les élus, soit élus plus citoyens quand il y a une commission mixte, quoi. Voilà. Et pour aller plus loin, on a essayé, pour l'instant, ça capote un peu. On voulait essayer de mobiliser l'agence foncière du département. Vous savez que les élus, quand ils font des routes, quand ils font des lotissements, bon, bah, ils s'appuient sur des agences foncières, donc c'est des agences publiques hein, finalement, ou sont des prospecteurs fonciers qui achètent ou louent du foncier dans l'établissement, dans la perspective d'un projet public ou parapublic. Moi, je me suis dit, mais pourquoi pas utiliser finalement cet outil opérationnel qui est faire du foncier. Bon, aujourd'hui, il faut faire bouger quelques lignes politiques parce que c'est pas, les ENR sont pas ciblés comme un credo en part entière. Mais ça peut bouger. Alors, on a une autre question de Thomas Piquet. Donc, quel moyen pour rompre une promesse de bail avec le concours du propriétaire et de l'exploitant? Est-ce qu'ils ont la possibilité de la rompre ou est-ce que c'est du cas par cas selon les différentes promesses? Bah, le principe même d'une promesse de bail, c'est qu'ils ne puissent pas la rompre. C'est le principe même, c'est de sécuriser le fait qu'il y ait un projet à long terme et de pouvoir engager des centaines de milliers d'euros. Pour ça, le développeur s'assure que il n'y ait pas de possibilité de rompre. Donc, les promesses de bail, historiquement, il pouvait y avoir des petites erreurs dedans. Évidemment, avec 20-30 ans d'expérience dans l'éolien maintenant, au fur et à mesure des années, elles sont devenues de plus en plus solides juridiquement. Et donc, c'est pas forcément là-dedans aujourd'hui. Si un développeur a fait une erreur dans sa promesse de bail qui nous permet de l'attaquer et de remettre en cause la promesse de bail, c'est quand même un développeur qui est pas très bon. Voilà. Qui a des Ok. choses. Donc, souvent, c'est plus sur d'autres aspects et ça va être plus un renoncement, ce qui va permettre de récupérer des promesses de bail, lui faire comprendre que de toute façon, ces promesses de bail n'auront aucune valeur parce que sur ce territoire-là, il ne pourra absolument rien faire. Réussir à rompre une promesse de bail, moi, j'ai jamais eu le cas pour l'instant. Ouais, je suis en accord avec ce que dit Quentin. Nous, les rares fois, c'est parce c'est un accord politique plus que juridique qui a fait que l'opérateur est parti. Parce qu'on a fait en sorte de faire perdre de la valeur à la signature qu'il avait obtenue, quoi. Et donc, du coup, c'est lui qui se désengage de manière unilatérale et qui cède son foncier. Ou alors, une des voies intermédiaires, c'est il est prêt à partir, mais en faisant payer le transfert de ses promesses de bail à l'opérateur retenu. Et justement, c'était une question tout à l'heure de Emmanuel Guiton sur le fait des moyens de négociation dont tu parlais, le PLU, les chemins communaux. Ça, Ouais. c'est ce genre de choses que tu peux utiliser pour qu'un opérateur se dédise sur des promesses de bail. Bah, en fait, c'est lui dire, oui, oui, c'est lui montrer que finalement, sans le territoire, son projet est quand même très compromis. Alors, quand le PLU est pas compatible, bon, il n'a pas le choix. Soit il s'entend avec les élus pour modifier le PLU, soit il n'y a pas de projet. Donc ça, c'est quand même le meilleur outil à disposition des élus. Le cas des chemins communaux, ça ne marche que pour l'éolien, c'est pour la question du câble privé interéolien. La plupart du temps, ils passent par des chemins de domaine public et donc il faut l'autorisation des élus, enfin du conseil municipal. Donc c'est pareil, ça peut. Après, ça peut être contourné aussi. Donc, mais c'est une manière de montrer. En fait, c'est toujours un peu pénible de montrer notre capacité de nuisance juste pour pouvoir s'asseoir à la table des négos, quoi.
Mais quelque part, l'homme est ainsi fait. J'ai le sentiment que si tu montres pas les muscles, bon, t'es pas pris au sérieux. Ok. Mm. On a une Pour réaction? compléter peut-être en deux mots, juste oui, il y a, voilà, on n'a pas trouvé de solution miracle. Non. Sinon, effectivement, on l'aurait partagé aujourd'hui. Donc, il n'y a pas un aspect sur lequel la commune ou les citoyens peuvent bloquer. C'est plutôt un ensemble de choses qui va dépendre projet par projet et de montrer effectivement, légalement, ils ont les promesses de bail, c'est des accords de gré à gré, ils peuvent développer et avancer. Mais par contre, ils vont bien sentir que là, s'ils ne se trouvent pas un accord avec le territoire, ils n'arriveront pas à avancer. Chaque petite étape va être contrainte et c'est plus ça qui va dans certains cas, les faire renoncer. Mais encore une fois, c'est ce que François décrivait tout à l'heure. Il y a des endroits où on n'y arrivera pas. Il y a certains endroits, selon le rapport de force qu'on peut avoir, si c'est une zone magnifique, bon, ça n'existe plus trop, mais avec plein de parcelles, qu'il a suffisamment de foncier, qu'il n'y a pas trop d'enjeux et qu'il a beaucoup de chances que ce soit accepté, bah, on aura bien moins de poids que sur des zones plus contraintes pour faire de la Ok. masse. Merci Quentin pour le complément. On a Olivier qui veut prendre la parole. Alors, j'ai eu un message de Raphaël Tréau qui me disait que ça fait bugger Zoom d'avoir des autorisations particulières. Donc, on va voir si ça marche pour tout le monde. Est-ce que Olivier, tu peux poser ta Vous question? Et il y a m'entendez? Raphaël Gauthier aussi qui Ok, a réussi enfin, je sais pas s'il a réussi, mais qui pourrait poser sa question de vive voix. M'entendez-vous? très bien. Merci. Bah, c'est un peu dans le fil de ce qui vient d'être dit par Quentin et François. De ce que je comprends, si on veut, entre guillemets, non pas faire partir des opérateurs qui auraient déjà signé du foncier, mais les contraindre un peu à la négociation, il faut créer un rapport de force politique. Parce que sauf erreur de ma part, un préfet peut tout à fait autoriser un passage en force d'un projet s'il le juge, entre guillemets, important pour la stratégie régionale, etc., etc., malgré une opposition du territoire. Si, si, dans l'absolu, Olivier, tu as raison. Si le projet respecte le code de l'urbanisme et le code de l'environnement et le code de l'énergie, le préfet ne peut pas s'opposer. On a eu un cas, on a fait monter un peu la mayonnaise sur une des communes en Loire-Atlantique, où le préfet, pour être politiquement aligné avec les élus locaux, a refusé le projet. Ben, l'opérateur a attaqué le préfet au TA et le juge a donné raison à l'opérateur. Voilà. Donc en effet, c'est d'abord par un accord politique. Et c'est en ça que finalement l'association citoyen et élus est importante, parce que le poids politique, c'est quand même les élus qui vont l'emmener, mais s'ils sont soutenus par des citoyens, ils vont y aller d'autant plus, quoi. Vous voyez? Donc c'est là qu'il y a peut-être quelque chose à faire. Alors, du coup, je complète un tout petit peu et c'est vraiment une question merdique que je vous pose. Moi, je bosse dans un parc naturel régional avec, en milieu hyper rural, des élus qui sont totalement dépassés par ça, tous ces enjeux-là. Et on est en train de se demander en interne comment on pourrait, entre guillemets, créer ce rapport de force politique à l'échelle de tout le territoire, sachant que le parc en tant que tel, s'il n'a pas l'appui de tous des élus locaux sur ce sujet-là, il n'est pas très très légitime, même s'il doit être consulté, c'est juste un avis formel. Parce qu'on a, enfin, nous on a peu d'éoliens, ça va être compliqué ici, mais on a énormément de développeurs sur du PV et notamment de l'agrivoltaïsme qui labourent le territoire. Et ça commence à créer des tensions un peu à droite à gauche. Et du coup, on se demandait si vous aviez une idée, une ébauche de piste, un peu de stratégie pour faire en sorte que le message circule correctement aux propriétaires exploitants. Ne signez rien avant d'avoir mis dans la boucle les élus pour qu'il y ait une réunion avec les développeurs qui traînent sur le territoire et commencer à créer cette culture d'un espèce de rapport de force politique. Je suis preneur. J'ai dit. Merci Arnaud l'ouverture du micro. Alors, parce que c'est des sujets sur que l'on travaille actuellement là chez nous. Donc pour moi, ça va se jouer à la CDPNAF. C'est la commission Mm. qui va avoir un droit de veto sur, enfin, pas un droit de veto, mais c'est un avis conforme Oui, auquel le préfet ne peut pas passer au-dessus. Et donc, je ne sais pas comment c'est chez vous, mais chez nous, la CDPNAF, c'est si tu associes élu plus monde agricole, tu as les deux tiers des voix. Donc,
finalement, si on arrive à construire une stratégie, une alliance territoriale entre le monde agricole et les collectivités, avec une vision partagée de l'agri-PV, ça sera cette vision-là qui s'imposera dans le département. Par contre, ça nécessite de se mettre autour de la table et de construire des choses avec des élus qui, des fois, n'ont pas la même vision et des syndicats agricoles qui, souvent, n'ont pas la même vision, surtout à 2 mois des élections des chambres. Donc, nous, là, on laisse passer la campagne électorale des syndicats agricoles, mais c'est clairement notre sujet à partir de février-mars. Et, Merci pour ça. Nous, on est sur 4 départements, ça va être compliqué. et juste aussi, c'est voilà, le sujet foncier, il est énorme aussi sur la grippe PV et les différents sujets. Là où c'est intéressant de noter une différence, c'est que l'éolien, les zones sont beaucoup plus concentrées. Il y a un certain nombre de zones, tous les développeurs ont les mêmes, et c'est pour ça que, en tant que commune, vous allez être rappelé, re-rappelé, c'est que voilà, des zones qui restent, c'est très contraint. En agrivoltaïsme, on parle potentiellement de Dans le zones code, les gigantesques, conseils. beaucoup plus large, beaucoup plus d'espace qui pourrait être utilisé par ça. Et donc, effectivement, les autres méthodes qu'on a évoquées avant, d'identifier tous les propriétaires exploitants, là, pour moi, c'est pas faisable, dans le sens où ça concernerait tous les propriétaires exploitants, d'où le fait que François parle déjà d'agir à un autre niveau, dans le sens où ce qu'on essaye de faire sur de l'éolien, qui est une énergie assez concentrée sur des zones assez restreintes avec des gros enjeux, là, sur l'agrivoltaïsme, on a un vrai sujet, et donc François nous a apporté des réponses, mais c'est vrai que ça fait partie des sujets que le mouvement énergie partagée va devoir se poser pour apporter des réponses à ça parce que c'est très diffus l'agrivoltaïsme et donc plein de personnes et comment passer les messages. On n'a pas de réponse toute faite aujourd'hui, on va devoir continuer d'avancer là-dessus. Merci à tous les intervenants, à tout le monde et aux participants pour leurs questions. On arrive à 15h30 à l'heure où on va devoir se quitter. Moi, je suis content qu'on ait eu déjà ces premiers témoignages qui sont assez riches d'enseignements. Et il y avait une certaine frustration en fait de partager le constat, et de pas savoir trop quoi faire. On s'était dit que le minimum à faire, c'était de pouvoir témoigner des bonnes pratiques. Et effectivement, tout le monde n'a pas la chance d'avoir un acteur qui puisse avoir cette force de frappe sur le territoire comme c'est le cas en Loire-Atlantique. Et ça fait partie notamment des remarques qui ont été posées par certains de bah, comment on capitalise là-dessus, comment on peut muscler son jeu sur la négociation avec les opérateurs qui sont déjà, qui ont déjà un coup d'avance. Donc, ce qu'on vous propose, c'est je pense qu'au niveau des Pays de la Loire, on va essayer de travailler un peu le sujet, de partager un peu mieux les différentes opportunités pratiques qui peuvent se faire. Si vous êtes sur un autre réseau régional, n'hésitez pas à remonter vos cas de figure, vos problématiques, vos difficultés à vos animateurs, animatrices de région pour qu'on puisse mutualiser un peu tout ça et essayer de donner les meilleures chances aux projets locaux de se faire une place dans le paysage des ENR en France. Donc voilà, n'hésitez pas à reprendre contact avec nous si vous avez envie de travailler sur le sujet pour qu'on constitue un petit groupe de travail pour aller plus loin et voir exactement ce qu'on peut faire ensemble. Eh ben, merci Robin, merci les intervenants pour vos témoignages, d'avoir osé témoigner sur ce sujet du foncier où quand même tout le monde préfère se taire plutôt que d'ouvrir la boîte de Pandore et en parler. Donc merci beaucoup à tous les deux, Quentin et François. Merci aux participants. On était 125 inscrits, 85 participants. Ça témoigne d'un intérêt. Donc effectivement, pourquoi pas continuer si vous en avez le besoin parmi vous les adhérents sur ces sujets-là et peut-être comme le suggère Olivier avec d'autres têtes de réseau comme la FNCCR, l'Asso des maires ruraux, etc. Tant de choses à faire ensemble. Merci beaucoup. Bon après-midi. Il y aura un replay. On vous enverra le lien et les supports. Bon après-midi. À bientôt. Au revoir. Bon après-midi.